Un analyste, un sociologue des médias, un publiciste, un politologue avancé, mais je suis surtout un praticien qui depuis une dizaine d'années vit un engagement ou une action de nature politique sur le web et qui essaye d'en retirer des enseignements. L'idée assez simple vers laquelle je veux vous amener, c'est qu'en fait, il y a 3 web. Partons de l'idée qu'il y a 2 axes. Il y en a un axe qui est très simple, qui est de ce qui est froid à ce qui est chaud. Tout en haut, c'est le dynamique, tout en bas, c'est le statique. Et un autre axe horizontal, de l'ordre de la relation, ce qui est formel, où la donnée prime, et ce qui est tout à gauche, ce qui est de l'informel, de la sociabilité pure, où finalement, c'est la relation qui prime. Dans l'actualité, ça, c'est une sphère qu'on connaît tous, qui est cette sphère de l'information. C'est le rôle tenu dans l'espace public traditionnel par la presse et les médias. Je narre ce qui se passe, mais finalement je narre ça et je produis un contenu et je vous le donne. Et ce qui est nouveau en fait avec le web, ce ne sont pas ces 2 sphères, même si leur exercice change beaucoup, la manière d'accéder aux données, etc. change beaucoup, qu'elles sont toutes les 2 très impactées. C'est l'irruption d'une énorme sphère qui est en fait cette sphère publique de relations sociales. C'est-à-dire alors avec des degrés un peu différents, mais où les gens, vous, moi, nous mettons en réseau et publions de manière tout à fait publique. Moi, vous pouvez, en regardant sur Google, sur Facebook, sur mon blog, sur Twitter, suivre presque mon quotidien. Tous ces blogs, ils ne vivent pas chacun en silo face à son audience, mais ils se mettent en réseau. Et il faut imaginer ça, je prends l'analogie dans mon livre d'ailleurs, chaque blog comme un café du 19e siècle. Au 19e, c'est structuré un petit espace public très intéressant qui est formé de ces cafés qui étaient très identifiés par appartenance sociale ou politique. Vous aviez d'un côté les communistes, vous aviez des cafés Anard à tels endroits, dans la foulée de la Révolution française, des restes de Girondins, enfin bref, et sur les blogs, c'est pareil, sauf qu'il faut imaginer que chaque café est tenu par un individu et que les individus se déplacent très librement de café en café. Et chacun tient, avec d'autres blogueurs et avec ses lecteurs, une conversation sur la base de quelques informations postées dans un espace. Chaque espace étant ouvert avec un certain nombre de portes sur les autres, les portes étant les liens HTML qui sont faits entre les différents blogs. Où on voit que finalement, il y a un certain nombre de communautés qui recoupent assez largement les communautés d'appartenance politique, avec les blogs des gens du MoDem, les blogs des gens sympathisants de l'UMP, les blogs des gens du PS, de tous les partis politiques. Et puis, au centre de cet espace, des gens qui font la connexion entre toutes ces données, qui sont plus des gens qui sont des commentateurs et des analystes de la vie politique. Et chacun également avec leurs tendances, mais qui ne sont pas tellement militants, mais qui sont, comme moi, des gens qui s'intéressent à la vie publique, qui sont des politistes, qui sont des professeurs de droit, des avocats, des économistes, divers et variés, chacun avec leur sensibilité, et qui font le lien en fait entre toutes ces tendances. L'idée à chasser, c'est l'idée de la blogosphère comme une sorte de vase clos, mais comme des grappes, des réseaux. Pour moi, c'est la blogosphère, où c'est une sorte d'immense grappe de raisin, où chaque grain de raisin est un blog, reliés les uns aux autres, et reliés également au monde extérieur, puisqu'ils citent beaucoup les médias, des ressources froides, etc., en publiant les uns les autres. Tous les blogueurs ne se ressemblent pas et n'ont pas la même activité du tout, mais vraiment du tout. Et ils jouent en complémentarité les uns des autres. Si quelqu'un a déjà posté moi je suis un certain nombre de blogs, si je vois qu'un de mes amis a déjà écrit quelque chose sur un article que je trouve bien, je vais faire un lien vers ce qu'il a déjà dit, peut-être ajouter une petite dose de commentaires, pour simplement indiquer à mes lecteurs que ça c'est intéressant et ça vaut le coup. Pratique qui n'existe quasiment pas en fait dans l'espace public traditionnel, cette logique d'aider à faire circuler l'information. Chaque journal reprend, mais en cloisonnant une actualité commune. Ce qui change en revanche, c'est que les facteurs d'émergence et d'allocation d'autorité ne sont pas les mêmes que dans l'espace public traditionnel, on va dire. Les titres jouent peu, mais la participation sociale joue beaucoup. Si vous êtes abondant, si vous jouez le code de la publication sur Internet, si vous savez faire des liens, vous raccrochez aux actualités des gens qui sont autour de vous, bref, si vous participez à cette économie sociale, vous émergerez plus que si vous êtes quelqu'un qui n'est pas présent, qui n'est pas abondant,
qui ne faites pas de liens, etc. Parce que c'est un lieu de sociabilité. Si vous êtes extraverti, sympathique et ouvert dans ces codes qui sont des codes d'écriture, ça marchera mieux que si vous êtes renfrogné sur vous-même et que jamais vous n'allez toquer à la porte de personne. Avant, l'information, grosso modo, pour simplifier de manière ultra... il y avait un événement, il y avait des médias, il y avait le public, et puis ça allait de l'un à l'autre, et puis après le public, il pouvait en discuter dans des cafés, en famille, etc. L'information circulait également comme ça par le bouche à oreille. Cette chaîne qui était un petit peu binaire a complètement évolué, puisque grosso modo chacun est lui-même média, ou en tout cas peut devenir média, et ce bouche à oreille devient public. Il y a un mot qui est atroce que les médias ont inventé, que quelques journalistes ont inventé parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait sur Internet, c'est le mot de buzz. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de bruit, plein de sites qu'on n'y comprend rien, on va appeler ça buzz, c'est-à-dire bourdonnement, un truc qui fait du bruit, et dès qu'on voit quelque chose qui semble émerger sur Internet, sans arriver à véritablement le qualifier, on va dire que c'est quelque chose qui fait du buzz. Et puis comme ça devient une sorte de justification à donner de l'importance à un événement. Alors c'est comme ça que dans les journaux, vous avez, ou dans la télévision, vous avez les vidéos qui sont en train de faire du buzz sur Internet, ou telle chose fait du buzz sur Internet. Et du coup, il faut essayer de comprendre un peu comment circule l'information. Elle circule plus du tout de manière linéaire, et il n'y a pas des choses qui font du bruit ou des choses qui ne font pas de bruit. Il y a en permanence des centaines de milliers de blogs, plus des gens sur Twitter, sur Facebook, etc., qui relaient de l'information. Puisque finalement, si vous regardez ce que les gens font sur Facebook, etc., ils mettent à jour des statuts, ils font des liens vers quelque chose qui est important. Le premier défi qui est vraiment nouveau, la principale nouveauté avec le fait qu'il y a un réseau qui se crée, c'est ce défi de l'abondance. C'est-à-dire qu'avant, on était malgré tout dans un espace relativement fini. Maintenant, on est dans un espace qui est potentiellement infini. Il y a des millions de blogs qui chaque jour publient des millions de billets, qui chaque jour font des millions de liens, qui en permanence se racontent des millions de choses. Et c'est un défi qui est absolument gigantesque, celui d'imaginer une sphère où l'abondance est telle. Ça nécessite de changer complètement nos modes de pensée. On ne peut pas se contenter de dire, ben voilà, c'est l'université qui va décréter que telle personne ou telle personne est importante ou pas importante. Parce que quand c'est des millions de personnes, on ne peut plus agir de cette manière-là. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont en train de réfléchir à quelles sont les nouvelles règles d'organisation de cette connaissance et de cette pensée et de cette parole en réseau, publique, permanente. Il y a un thème qui a émergé pour essayer de justifier ou de se dire que ça allait malgré tout apporter une forme de rationalité. C'est la logique d'intelligence collective, c'est-à-dire que finalement cette foule hétérogène avec des millions de personnes différentes, c'est une sorte de grand marché de l'information et des idées, et le marché n'a pas tort, donc finalement elle va se tourner vers les bonnes choses. Sauf qu'il y a un certain nombre de conditions qui ne sont pas réunies, d'abord parce que cette foule a des intérêts croisés, que finalement c'est pas 2 millions de blogueurs en France qui sont les uns à côté des autres et qui chacun décide de son agenda et qui finalement, si vous mettez 2 millions de personnes qui disent ce qui est important, à la fin ils vont être importants. Mais s'ils se comparent les uns aux autres et qu'ils font ça dans une logique sociale, on introduit des critères un petit peu faux. Il y a toute une foule de critères qui font que cette foule, elle peut se tromper. L'autre chose qui est assez perturbante ou différente ou nouvelle, c'est cette idée d'une forme de rapport de force des idées. Vous n'avez plus d'autorité instituée qui peut vous dire ce que c'est que ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. Et des minorités actives peuvent très facilement avoir une grande part dans le débat. Et en maîtrisant bien les codes sociaux, alors qu'aujourd'hui il est encore imparfait, en mutation, on peut très bien agir sur le réseau quand on est un militant. C'est un marché qui est vraiment imparfait aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas un lieu de désintermédiation. C'est la fin du monopole d'un certain nombre de médiations traditionnelles du débat public, notamment des professionnels de la chose, des experts ou des journalistes. C'est une perte de monopole qui induit pour eux la nécessité de repenser leur rôle à l'aune de ce contexte-là. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un espace de relativisme absolu, ça veut dire que, parce que moi je connais des tonnes, si vous prenez un intellectuel, un économiste comme Paul Krugman aux États-Unis, qui est prix Nobel d'économie, quelqu'un de très bien, etc., il a profondément renouvelé son rôle, notamment en regard de sa pratique de blog et des reprises qu'il a eues sur Internet,
Alors certains considèrent qu'il a complètement dérivé vers une sorte d'intellectuel médiatique, un peu merdique, etc. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui est venu avec toute son autorité et son aura d'économiste et ses bouquins de manière totalement acceptée, parce qu'il a accepté un certain nombre de codes sociaux.